Voilà, donc bonjour à tous. Nous allons donc commencer ensemble ce deuxième atelier dédié aux objectifs SMART et surtout à la logique SMART des objectifs. Je vais commencer tout d'abord par partager mon écran. Alors, les objectifs SMART. Pourquoi avoir réalisé en fait, ou avoir voulu dédier un atelier directement aux objectifs SMART? Parce qu'en fait, ça fait partie de ces concepts, on va dire qu'on rencontre assez régulièrement, on en entend parler, on trouve de la littérature sur le sujet. Finalement, ça a l'air assez simple. En réalité, ça ne l'est pas du tout et pourtant, c'est extrêmement structurant. Donc, on va passer une petite heure sur le sujet ensemble pour bien définir ce que ça signifie et puis surtout, en quoi c'est pertinent pour nos projets. Donc, moi, je suis Isabelle Laurent-Collin, donc je suis chef de projet certifiée, je suis aussi présidente du cabinet ISC Consulting et j'interviens aussi bien dans des missions de conseil que des missions de formation. Je me permets de repréciser que cet atelier est donc enregistré et que la vidéo sera ensuite mise en ligne sur une chaîne YouTube que j'ai créée qui s'appelle Gestion de projet by ILC Consulting. Il y a déjà deux vidéos qui sont enregistrées sur cette chaîne. Une qui reprend la présentation de 5 axes essentiels pour le pilotage des projets et le premier atelier que nous avions fait en début du mois d'avril concernant la charte projet. Alors, avançons donc sur nos objectifs SMART. Quels sont en fait les objectifs de cet atelier? Avant tout, c'est de repositionner les objectifs dans la note de cadrage, c'est-à-dire les objectifs comme étant la structure, on va dire même la colonne vertébrale de nos projets. Donc, on va reprendre cette notion d'objectif et bien la repositionner dans la note de cadrage du projet. Ensuite, on définira ce que signifie cet acronyme SMART. Alors, encore une fois, beaucoup de définitions. Moi, je vous en proposerai une, et puis on pourra échanger bien évidemment sur ce que vous utilisez ou au contraire, ce que vous n'utilisez pas. Ensuite, je reviendrai sur en quoi le SMART est si important pour piloter nos projets, objectif par objectif, et pas simplement de façon globale. Ensuite, je vous proposerai un petit exercice de réflexion qu'on fera ensemble dans l'interaction, à partir d'une application qui s'appelle Klaxoon, où je vous propose un petit peu de retrouver quelles sont l'ensemble des activités qu'il faut mettre en œuvre pour construire un SMART de projet. Et puis, je vous proposerai la formalisation sur un cas pratique d'un tableau, donc de définition des objectifs, pour bien on va dire, expliciter l'ensemble des éléments qu'on doit trouver dans le SMART. Alors, pardon. La première chose, repositionner les objectifs là où ils doivent être dans la définition d'un projet. Un projet, en fait, finalement, c'est 3 axes temporels. Alors, je ne vais pas énormément développer parce qu'on a déjà fait un atelier sur la charte projet sur lequel je suis beaucoup revenue, mais oui, cette frise est très, très présente dans mon approche de la gestion de projet. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est important de comprendre qu'on a 3 axes temporels qui correspondent à 3 types d'activités bien spécifiques et qu'on est obligé de passer par chacune de ces 3 étapes pour avoir une bonne compréhension de notre environnement de projet. La première étape, c'est l'étape du passé. Le passé, finalement, c'est l'ensemble des problèmes identifiés par notre client, c'est l'ensemble des besoins. Alors, besoins que l'on va récupérer au travers peut-être du cahier des charges, quand on a la chance d'avoir un cahier des charges. Besoins qu'on va récupérer aussi au travers donc, de nos échanges, et notamment, par exemple, quand on est sur un projet développé en interne. Les projets en interne n'ont pas tous des cahiers des charges extrêmement précis. Donc, on a besoin de faire tout ce travail qui va nous permettre de caractériser finalement quelles sont les attentes, quelles sont les exigences de notre client. Donc ça, c'est l'axe passé. Sauf que il faut passer justement de cet environnement client à l'environnement projet. C'est l'axe futur, la finalité, l'état futur du projet. C'est ce qu'on appelle en fait les enjeux du projet. La finalité, c'est finalement la reformulation en langage projet des besoins du client. C'est ce qu'on sera en capacité de livrer, que ce soit de façon tangible ou intangible, c'est ce qu'on sera en capacité de livrer à notre client quand on aura terminé le travail. Et le travail, justement, ce sont les objectifs.
Donc, les objectifs, c'est quoi? C'est l'ensemble des solutions proposées ou du travail qui va être réalisé sur le projet. Et la somme de tout le travail réalisé sur l'ensemble des objectifs correspond finalement au livrable, au produit qu'on va livrer à notre client. Donc, ces objectifs, c'est un moment essentiel où on va définir tout ce qui va devoir être réalisé par l'ensemble des contributeurs du projet. Et vous comprendrez bien que la définition extrêmement précise de ces objectifs va être un gage de qualité et un gage de sérénité pour le pilotage de notre projet. Alors, continuons sur la définition. Pourquoi est-il si important? Pourquoi avons-nous des enjeux aussi élevés par rapport à la définition des objectifs? Tout d'abord parce que c'est en définissant clairement les objectifs qu'on va pouvoir caractériser le périmètre du projet. C'est aussi en caractérisant clairement les objectifs qu'on va pouvoir définir le contenu du produit. Finalement, c'est en caractérisant nos objectifs qu'on va pouvoir sortir des zones de flou ou des imprécisions qu'on a avec l'ensemble des parties prenantes de notre projet. Donc ça, c'est l'enjeu, je dirais, majeur. Ensuite, on sait très bien qu'un des pires ennemis en gestion de projet, c'est que finalement, on ne comprend pas tous les choses de la même façon. C'est-à-dire qu'il va y avoir des ambiguïtés qui seront liées non seulement, on va dire, au fait qu'on n'a pas tous la même expérience, qu'on n'a pas tous les mêmes compétences, qu'on peut avoir piloté des projets dans des environnements très différents. Donc, on va avoir, même avec, on va dire, des termes simples qu'on peut espérer partager, des incompréhensions qui vont venir effectivement de ce qu'on appelle en fait les biais cognitifs. Donc, la description détaillée des enjeux va nous permettre justement d'avoir une compréhension partagée du travail à réaliser avec nos parties prenantes. Ensuite, la description détaillée des objectifs, ça va nous permettre aussi de définir avec nos parties prenantes ce qu'on appelle les critères d'achèvement. Les critères d'achèvement, alors, c'est finalement la mesure du succès qui sera à réaliser ou à atteindre par objectif. On l'utilise bien évidemment dans les projets dits prédictifs, les projets par phase. On l'utilise aussi beaucoup en agilité. On appelle ça the definition of done, le DOD, qui nous permet à chaque fois, objectif par objectif, de clairement partager avec nos parties prenantes quel est le niveau qu'on doit atteindre. Une fois qu'on connaît le périmètre du projet, le contenu du produit, qu'on a une même compréhension et qu'on sait quel est le niveau qu'on doit atteindre, ça nous permet d'atteindre le quatrième enjeu, c'est-à-dire le travail en autonomie. Donc le travail en autonomie, c'est pas simplement, je veux dire, de donner au chef de projet la possibilité de se tourner les pouces, c'est au contraire de donner au chef de projet la possibilité de faire son métier réel, qui est son métier de pilote, de coordinateur, et de laisser en fait aux différents contributeurs métiers la possibilité de réaliser ce qui est finalement dans leur zone d'expertise. Donc ils peuvent travailler en autonomie, ils sont dans leur zone de confort, et potentiellement, c'est ce qui va nous permettre aussi de développer vraiment l'engagement de nos contributeurs. Et puis le dernier point, qui n'est évidemment pas le moins important, c'est parce que nos objectifs sont clairement définis et détaillés, qu'on va être en capacité d'identifier les risques, et notamment très en amont dans le projet, grâce au REX, au retour d'expérience des parties prenantes, grâce au retour d'expérience des métiers, qui, à la lecture de la définition du risque, vont être en capacité d'identifier dans quel environnement ils ont déjà rencontré ce genre de difficultés, ou au contraire, d'être force de proposition par rapport à ces évolutions. Donc, on voit bien que les objectifs, au-delà d'être un vœu pieux ou en fait, on va dire, une évidence à réaliser son projet, ça devient une feuille de route. Et cette feuille de route, elle a besoin d'être caractérisée. Elle est caractérisée grâce à cet acronyme SMART. Alors, je suis sûre que si vous êtes intéressé par l'acronyme SMART, vous en avez vu des dizaines de définitions. Si vous passez votre temps un petit peu sur le web, vous allez trouver beaucoup de littérature sur le sujet. Personnellement, je m'y suis intéressée en fait assez dernièrement. Alors moi, ça fait 23 ans que je fais de la gestion de projet. Je dirais que je m'intéresse vraiment aux acronymes SMART depuis 6 ou 7 ans. J'en ai compris l'intérêt finalement sur le tard. En fait, pourquoi? Parce que globalement, ça me paraissait trop conceptuel, cette idée de SMART, et voire même un petit peu écolier. Alors qu'en réalité, c'est extrêmement lié au métier et c'est extrêmement dimensionnant
pour piloter notre projet. Alors, je vais vous expliquer comment moi j'utilise cet acronyme et ensuite on pourra déjà commencer par échanger sur votre pratique ou non pratique d'ailleurs de cette définition. Alors pour moi, le S, il signifie spécifique. Alors, spécifique, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, il faut bien avoir conscience qu'on va définir ce SMART pour chaque objectif, hein, pas simplement pour le projet au global. Okay. Donc, définir le SMART de chaque objectif. Le S, ça veut dire on va essayer de décrire l'objectif avec les termes les plus simples possibles et à finalement le limiter pour être certain, encore une fois, qu'il n'y ait pas d'interprétation par rapport à ce qu'on veut dire. Donc le S pour vraiment être spécifique, limité et extrêmement détaillé dans notre environnement. Ensuite, le M, c'est mesurable. M, en fait, c'est ce qui va nous permettre de mettre en place ensuite les indicateurs de mesure de la performance de cet objectif. Donc le M, c'est effectivement un chiffre à atteindre. Un chiffre à atteindre pour être satisfait. Encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est un critère d'achèvement. Pourquoi c'est si important? Prenons un projet, par exemple, extrêmement simple, ça dépend, hein, de l'organisation, par exemple, d'une soirée pour la promotion, le lancement d'un nouveau produit. Je suis sûre que déjà, quand je vous donne ce descriptif-là, vous avez tout de suite une image en tête. Peut-être que certains d'entre vous ont une image d'une réunion qui va, on va dire, être présentée à une cinquantaine de personnes. Pour d'autres, ça va déjà être peut-être 150. Pour d'autres, c'est peut-être 500. Donc, ça veut dire qu'en fait, la définition de l'objectif en tant que tel n'est pas suffisante. Il faut qu'on définisse effectivement le M qui va nous permettre ensuite de dimensionner, on va dire, toute l'activité. Il est très clair que si, par exemple, mon M pour cette réunion de présentation de nouveaux produits est de 50, c'est-à-dire j'attends 50 personnes, le dimensionnement de la salle que je vais louer ou utiliser, des traiteurs que je vais effectivement contacter, de la sécurité va être très différente que si mon M est de 100 ou 250, voire 500 personnes. De plus, ce M, c'est clairement ce qui va me permettre de mettre en place un contrat, on va dire, entre le client, alors si c'est de l'interne, c'est encore plus compliqué, mais entre le client et les contributeurs du projet. Donc finalement, c'est la base de l'engagement sur lequel je vais m'appuyer pour mettre en place mon projet et ensuite pour pouvoir le piloter grâce à la mesure de la performance. Le A pour atteignable, moi je le traduis en étape. Hein, A comme étape, c'est une évidence. Pourquoi en fait? C'est que ce dont je me rends compte, c'est que dès le départ, lorsqu'on doit travailler sur la définition d'un objectif, il est important de laisser parler des métiers pour comprendre comment ils imaginent déjà pouvoir réaliser cet objectif. Donc moi, dès le tableau de définition de mes objectifs, des définitions SMART de mes objectifs, je vais demander aux principaux métiers qui interviendront sur cet objectif de me définir, on va dire, les macro-activités ou les étapes sur lesquelles ils vont travailler. Ça, quel objectif? C'est l'objectif de déclencher le R. Le R, derrière réaliste, finalement, moi j'y mets les ressources. Les ressources, les moyens. Donc, quelles ressources financières, bien évidemment, mais aussi quelles ressources en termes d'équipement, quelles ressources en termes d'hommes. C'est notamment grâce au R de réaliste que je me permets tout de suite d'identifier quelles seront les ressources critiques. Vous pouvez avoir dans certains environnements, par exemple, des besoins d'un fiscaliste, d'un juriste, à un moment clé où vous allez passer un contrat. Si vous ne l'avez pas identifié dès le départ, si au regard, on va dire, de toutes les ressources, vous ne l'avez pas identifié dès le départ, eh bien, vous pouvez vous retrouver dans une situation où les jalons qui dépendront de l'intervention et de la validation, par exemple, de cette ressource spécifique, pourraient être décalés parce que vous ne l'avez pas identifié suffisamment tôt. Et puis le dernier, le T, effectivement, c'est le temporel, dans le sens où un objectif ne commence pas systématiquement au début de projet ou enfin, et ne se termine pas le dernier jour du projet. Un objectif, il peut commencer à un tiers du projet et se terminer aux 2 tiers. Il peut effectivement être
jalonné de la même façon que le sera le projet dans son intégralité, et à chaque objectif correspond un espace temporel. Donc, globalement, vous voyez, moi, je suis un petit peu dans l'interprétation de ce SMART, mais l'idée, c'est de me dire, mon objectif, je vais être le plus détaillé possible, le plus simple aussi, spécifique mais simple possible quand je vais le décrire. Je vais forcément lui associer une mesure. Alors, ça peut être une mesure quantitative, encore une fois, un nombre d'invités, ça peut être du qualitatif, ça peut être une règle, hein, sur une échelle, effectivement, par rapport à une satisfaction, notamment à obtenir, je ne sais pas, par exemple, d'un client. On va être dans du qualitatif, mais on va avoir un objectif de mesure. Grâce au A, on va être en capacité de décrire notre objectif étape par étape. Grâce au R, on sera en capacité de dire quelles sont les ressources qu'on va mobiliser et notamment d'identifier les ressources critiques. Et grâce au T, on saura effectivement à quel moment on va utiliser ces ressources, on va les mobiliser, ce qui nous permettra aussi de faire notre courbe de trésorerie du projet. Alors déjà, est-ce que vous pratiquez dans vos projets, est-ce que vous utilisez ces acronymes SMART? Est-ce que vous les utilisez de façon régulière, fréquente ou pas du tout? Pour ce qui me concerne, enfin moi je pense que les acronymes en soi, non. Les concepts derrière, oui. D'accord. Et vous le faites à quel moment, si c'est pas indiscret? Alors en fait, je le fais pas réellement. Je le fais pas réellement aujourd'hui. En fait, ça correspond. Moi, je bossais dans la gestion de projet, mais chez un éditeur de logiciels. Donc en fait, on a implémenté, on va dire, ces concepts dans le logiciel, dans une logique de gestion stratégique des portefeuilles, avec derrière donc la gestion de la stratégie, des objectifs qui en découlent en fait. D'accord, ok. Alors donc, en fait, les concepts, vous êtes familier avec ces concepts, mais vous ne le formalisez pas, c'est ça? Oui, c'est-à-dire qu'on parlait, des mesures, par exemple, on parlait de KPI, donc on parlait d'indicateurs Oui. d'avancement. Sur le côté on va dire le côté spécifique, c'était le fait d'avoir une hiérarchisation des objectifs qui fait qu'à un moment donné, on arrivait à un niveau, on partait d'un niveau assez global et on descendait jusqu'à un niveau très fin. Voilà, ce genre de choses. Donc en fait, les concepts étaient là sans y mettre nécessairement donc l'acronyme derrière, les ressources. Enfin, je pourrais décliner chacune des lettres pour vous donner en gros l'équivalent, mais c'était, il y avait cette idée-là. Oui. Alors, il est vrai que ce que vous partagez avec nous, merci pour la transparence, parce que je pense que c'est vraiment ce qu'on recherche. C'est ce que je rencontre aujourd'hui, moi, en tant que conseil. C'est-à-dire qu'en fait, ce dont je vous parle, ce sont des environnements de projet que vous connaissez. La difficulté, c'est que le fait de ne pas les formaliser systématiquement fait que globalement, on ne peut pas s'assurer que l'ensemble des parties prenantes ont la bonne compréhension, notamment on va dire du livrable, des livrables associés à chacun des objectifs. Donc, pourquoi justement, comme je te disais, moi je suis venue sur le SMART au fur et à mesure des années, c'est que je cherchais en fait un outil simple qui permette de m'assurer que les parties prenantes ont la compréhension de ce qu'elles vont devoir réaliser. Ça, c'est la première chose. Et deux, de m'assurer qu'on prend bien en compte, par exemple, tout le REX qui existe dans le développement des projets. Alors, c'est peut-être plus vrai sur du prédictif que sur des systèmes d'infos comme vous le présentiez, ou par exemple, quand on est sur du développement d'un certain nombre de produits industriels, on a quand même des taux de standardisation importants du développement d'un produit à un autre. Et ça, c'est extrêmement valorisant lorsqu'on cherche à décrire en fait les objectifs d'un projet. En tout cas, merci Fabien. Est-ce que Arnaud, Leïla, est-ce que vous avez des retours d'expérience à partager avec nous sur ce SMART? Alors, oui, moi, je veux bien partager aussi mon retour d'expérience. Alors aujourd'hui, moi, j'interviens principalement en tant que formatrice dans la gestion de projet. Effectivement, ça, c'est un concept que je présente et que j'explique, mais on reste vraiment sur la partie théorique. En revanche, ce concept-là, j'avais eu l'occasion de le mettre en place en tant que responsable qualité dans des structures médico-sociales et dans des hôpitaux, quand on voulait, en tout cas, améliorer nos processus de prise en charge des patients. Et donc, l'idée, c'est que moi, je commençais par présenter le concept de façon théorique pour un petit peu avoir une feuille de route, pour avoir une trame et puis pouvoir formaliser ça.
Et puis aussi pour qu'on puisse, parce que j'avais aussi besoin d'embarquer en tout cas des personnes dans la mise en place de ces objectifs et que finalement de présenter l'acronyme de ce concept-là, ça permet de leur dire que finalement, l'objectif qu'on doit mettre en place tous ensemble, il faut qu'il y ait des objectifs, il faut qu'on puisse le mesurer dans le temps, il faut qu'il soit atteignable, il faut qu'on ait les moyens pour le faire et qu'on puisse le faire à travers des étapes. Donc voilà, c'est quelque chose qui, pour moi, me permettait de structurer en tout cas des démarches, d'amélioration des pratiques et même dans le cadre des conduites de changement. Ok, moi je pense on est plutôt en phase, effectivement. Hein. Je pense que le maître mot, il est là, hein, c'est structurer. Structurer, structurer et inclure. Parce que, encore une fois, ça permet vraiment d'inclure les métiers et puis tout ce qu'ils ont déjà en fait appris en termes de compétences et en termes de connaissances et de le réintégrer en fait dès le départ, dès la note de cadrage du projet. Complètement en phase avec ce que vous avez dit. Après, ce que j'ai remarqué, c'est que les personnes connaissent ce concept SMART. Après, ils avaient du mal et des difficultés peut-être à le mettre en place, mais la théorie, elle était là. Donc, voilà. Donc, ça, c'était vraiment sympa quand les personnes ont déjà entendu parler de SMART. Donc, il fallait juste les accompagner dans sa mise en place. Alors, je vous rejoins complètement. C'est un petit peu ce que je disais en introduction. En fait, le concept, on a l'impression que tout le monde le connaît. Au regard de mon expérience en entreprise en tant que consultante, je pense que je l'ai vu peut-être dans 1 ou 2 entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, on comprend bien l'intérêt de la structure, mais encore une fois, c'est toujours, je dirais, cette espèce de compromis entre je vais prendre du temps, je vais investir du temps dans la structuration de mon projet versus je vais tout de suite rentrer en phase d'exploitation ou d'exécution pour commencer à livrer mon projet. Et je fais souvent face à des entreprises dans lesquelles, on va dire, la phase d'exécution commence beaucoup trop tôt. La phase de préparation n'est pas finie et donc, en fait, le cadrage du projet n'est pas clairement défini, ce qui, à terme, génère des risques et forcément des décalages de budget, de planning, etc. Et donc, en fait, oui, le concept est connu, malheureusement, je trouve pas appliqué, quoi. Arnaud, Oui, moi de mon côté, effectivement, je vous rejoins sur ce retour d'expérience. C'est vrai que le concept est connu. Il est appliqué trop tard, et notamment pas au niveau de la charte projet. On y vient, on connaît les objectifs dès le départ, effectivement. On va chercher potentiellement les objectifs aussi intrinsèques. La partie mesure vient tardivement. La partie aussi, on va dire, les étapes atteignables viennent sur le tard lorsqu'on définit la partie jalonnement du projet. Et effectivement, donc, on vient donc au temporel et la partie réaliste, ressources moyens. La partie ressources moyens, elle vient aussi sur le tard où on va trop tardivement en fait s'intéresser à quels moyens et quelles ressources on va mettre en face de chaque objectif. Donc effectivement, c'est un concept connu, mais qui vient tardivement, qui n'est pas formalisé dès le départ, dès la charte projet. Ouais, ok. Je pense qu'on est en phase hein, sur les constats. On le comprend. Encore une fois, je pense que c'est un arbitrage qui est fait, probablement effectivement au détriment de la phase de préparation du projet plutôt que de la phase d'exécution. Avec les conséquences qu'on va voir, puisque effectivement le SMART est extrêmement important pour la mise en place de tous les indicateurs, mesures de la performance dont on a parlé tout à l'heure et notamment avec Fabien. Et bien évidemment, c'est un outil extrêmement important aussi dans l'identification des risques et le pilotage des risques. Donc, je vois qu'on partage, on va dire, les mêmes constats sur l'intérêt, mais la difficulté de mettre en place, ou même au-delà de la difficulté, on va dire, l'absence de nécessité ressentie en démarrage de projet. On va essayer de convaincre nos interlocuteurs qu'il faut aller dans ce sens-là. Alors,
ce que je vous propose justement maintenant, c'est d'expliquer en quoi, au regard de mon expérience, cet acronyme SMART est si important pour piloter nos projets. Alors pour moi, il y a 2 axes. Le premier axe, c'est la mesure de la performance. Si les objectifs à atteindre ne sont pas chiffrés, pardon, il n'y a pas d'indicateur de mesure de la performance. C'est une évidence. Et de la même façon, on le verra, hein, si les risques ne sont pas définis, il n'y a pas de difficulté pour les atteindre. Donc, ça signifie quoi? Si les objectifs à atteindre ne sont pas chiffrés, il n'y a pas d'indicateur de mesure de la performance, c'est-à-dire que si on ne m'a pas dit que pour ma soirée de lancement de ce nouveau produit, il fallait que j'aie 150 invités, ben finalement, moi, au regard de mon carnet d'adresses, j'en ai peut-être que 50 ou 60 qui viennent comme ça spontanément. Je vais faire ce qu'il faut pour dimensionner les invités, dimensionner un environnement confortable, agréable de présentation pour 60 personnes. Personnellement, en ayant fait le travail, je serai satisfaite. En revanche, je ne vais pas satisfaire mon client interne. Parce que dans l'interprétation qu'il y avait de cet objectif, on ne s'est pas mis d'accord sur le niveau qui était à atteindre. Donc, si on ne se met pas d'accord sur le chiffre à atteindre, bah, tout ce que je vais mettre en place en termes de mesure de la performance va forcément m'amener à des décisions qui ne seront pas conformes aux besoins de mon client. Donc ça, c'est vraiment le point important. Alors, comment peut-on procéder? Bien évidemment, il est important de voir qu'il n'y a pas que le M sur lequel on va faire porter des indicateurs. On va s'intéresser au M parce que c'est le plus simple, mais on peut aussi mettre en place des indicateurs sur le A des étapes, non pas forcément en les quantifiant, mais en mettant ce qu'on appelle des indicateurs pass-fail, hein, donc réussi, pas réussi. On peut aussi mettre des indicateurs sur le R, concernant les ressources. Est-ce que j'ai réussi à mobiliser mes ressources? Est-ce que j'ai réussi à identifier mes ressources critiques? Est-ce que les ressources critiques sont bien gérées de façon spécifique par les responsables de service, les responsables fonctionnels, pour être sûr qu'elles seront disponibles au moment où j'en aurai besoin? Voilà. Donc, on a en fait, grâce à l'utilisation de cet acronyme SMART, la possibilité très tôt dans le projet de pouvoir définir des indicateurs qui ne sont pas des indicateurs, on va dire, j'irais un peu trop commun. Moi, ce que je rencontre en entreprise, quand je travaille sur la mesure de la performance sur un projet, je rencontre toujours les mêmes indicateurs, hein. Typiquement, le nombre de tâches achevées en temps et en heure par rapport au nombre de tâches du départ. Le pourcentage d'avancement. Bon, ça, ce sont des indicateurs qui sont intéressants, certainement. Cependant, on peut avoir des choses beaucoup plus pertinentes au regard de chacun des objectifs. Et cet acronyme SMART nous permet de le faire. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme type d'indicateur? On peut avoir des indicateurs de données, hein. On peut aussi avoir des indicateurs de tendance, ou on peut avoir des indicateurs d'alerte. Typiquement, si je suis sur ma ressource critique, d'accord, je ne vais pas forcément aller chercher des indicateurs de données, parce que la ressource critique, je ne vais pas la quantifier en tant que telle. En revanche, au regard, par exemple, du nombre de projets sur lesquels cette ressource critique travaille, je peux mettre un indicateur d'alerte qui va me permettre d'identifier si potentiellement, au moment où je vais avoir besoin d'elle, à quelques jours près ou quelques semaines près, en fonction de la capacité que j'ai à piloter mon projet, eh bien, elle sera disponible ou elle ne le sera pas. Donc ça, c'est pour moi un environnement très important que de se dire que le SMART bien défini en tout début de projet va nous permettre de mettre en place des indicateurs de performance. Ensuite, en quoi le SMART est si important pour piloter les projets, c'est que c'est, entre autres, grâce au SMART qu'on va pouvoir identifier les risques. Si les objectifs à atteindre ne sont pas chiffrés, on n'a pas de risque. D'accord? Si on ne me demande pas une mesure spécifique à atteindre, quoi que je fasse, ben finalement, c'est bien fait. Je caricature un peu, hein. Mais de la même façon, si les objectifs sont mal caractérisés, les risques identifiés, eux, seront inappropriés pour le projet. Donc là, c'est juste extrêmement important de se dire, si je reprends le retour d'expérience que vient de partager Arnaud, c'est important de se dire que oui, finalement, on connaît ces principes-là, mais on va les appliquer tard dans le projet. Alors que si on prend le temps de le faire
au moment du cadrage ou au tout début de la phase de préparation de notre projet, on va pouvoir identifier des éléments qui sont liés aux différents métiers et qui s'appuient encore une fois sur les retours d'expérience des projets précédents. Alors, en quoi, en fait, le SMART va nous aider dans l'identification des risques? Eh bien, notamment en reprenant toute cette logique de comment identifie-t-on les risques sur un projet. Alors, on identifie les risques, encore une fois, au niveau de la charte, hein, on est en phase au tout début de projet, donc charte de projet, note de cadrage, hein, globalement c'est le même combat. On identifie la finalité qui est le pourquoi du projet, qui est donc l'expression finalement en langage projet des besoins du client. On en définit les objectifs qu'on va caractériser selon notre acronyme SMART. Dans notre acronyme SMART, dans le A, on a parlé d'étapes. Bon, quand on va passer un petit peu plus dans le détail, ces étapes vont être caractérisées par des activités. Et en fait, comment on identifie les risques? Eh bien, en reprenant chacune de ces activités et en venant globalement identifier tout ce qui pourrait dysfonctionner dans ces activités. Et là, on identifie les menaces, ou tout ce qui pourrait être optimisé sur chacune de ces activités. Et là, on identifie les opportunités. Sauf que qu'est-ce qui peut dysfonctionner? Eh bien, pour pouvoir identifier quelque chose qui va dysfonctionner, c'est dysfonctionner par rapport à. Et donc, c'est par rapport à un critère de performance ou un critère d'achèvement. Donc, qu'est-ce qui pourrait dysfonctionner sur une réunion de 50 ou une réunion de 500 personnes? Vous pouvez imaginer que le nombre de risques n'a juste rien à voir. D'accord? De plus, non seulement le nombre de risques n'a rien à voir, mais la typologie des risques n'a rien à voir. On va faire face à des difficultés en termes de sécurité, en termes de mouvement de foule avec 500 personnes, qui seront finalement des sujets peut-être marginaux avec 50 personnes. Et tout ça ne vient que du M qui aura été défini correctement ou pas. De la même façon, sans passer d'un 50 à un 500, ne serait-ce que d'un 50 à un 75, ce qui réalise quand même 50% de plus que la valeur initiale, ben forcément, par exemple, ce qu'on va acheter au traiteur va être dimensionné soit pour le M à 50, soit pour le M à 75. Et dans un cas, finalement, ben, je vais avoir peut-être des surcoûts ou je vais avoir des opportunités. Mais j'ai des menaces, j'ai des opportunités qui sont liées finalement à la mesure que je souhaite atteindre. Et celle-ci, elle est définie par l'acronyme. De la même façon, parce que j'aurais défini le A et donc les différentes étapes, je vais être en capacité de voir si, au regard des métiers que je viens solliciter sur mon projet des contributeurs, est-ce qu'ils seront disponibles à ce moment-là? Est-ce qu'ils auront les éléments pour le faire? Est-ce qu'ils auront le R des ressources? Donc, en fait, encore une fois, l'obligation qu'on pourrait se créer de bien définir le SMART en tout début de projet, c'est se donner l'opportunité d'avoir un registre des risques clairement fonctionnel dès le début du projet. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je partage avec vous, Isabelle, par rapport à l'identification des risques qui doit être faite le plus en amont possible du projet. Encore faut-il, et je pense que cette matrice des risques, en tout cas, doit être évolutive et doit vivre en tout cas tout au long du projet et être à chaque fois challengée et par rapport aux éléments de mesure aussi qu'on a fait. Donc voilà, moi je dis en amont, pendant et peut-être à la fin pour dire est-ce que les risques qui ont été identifiés, est-ce qu'ils ont été bien surveillés, bien contrôlés, est-ce que les ressources qui ont été mises en place ont été satisfaisantes ou pas? Je suis tout à fait d'accord. Le risque va vivre tout au long du projet. Et c'est vrai que l'utilisation du SMART va nous permettre très tôt, on va dire, d'identifier au moins les risques majeurs. Et je pense que là, c'est quand même dimensionnant. Mais vous avez tout à fait raison. La matrice des risques, le registre des risques, c'est comme le registre de retour d'expérience.
Ce sont deux éléments de savoir du projet qui vont vivre tout au long du projet, qui doivent être mis à jour non seulement pendant le projet, mais ensuite pour servir de base de connaissances aux autres projets. Tout à fait, tout à fait. D'autres commentaires ou pas forcément? De mon côté, un commentaire, effectivement, cette partie sur comment on va réaliser cette finalité, sur cette partie de matrice des risques, il faut se supporter sur la partie expert métier. Je pense que c'est un des fondamentaux pour la bonne réussite de cette finalité, en fait, Oui, dès le complètement. départ. Ouais, tout à fait, complètement. Alors, maintenant qu'on est, de toute façon, je pense qu'on était déjà bien en phase tous les trois sur l'importance du cadrage projet. Ce que je vous propose, c'est de partir en fait sur un board sur l'application Klaxoon. Donc, Laïla, vous connaissez Klaxoon? Oui, oui, oui. Je suis certifiée sur la plateforme, sur la solution. Donc, je connais. Merveilleux. Donc, je vous propose que nous nous Yes. rejoignions sur cette activité-là, le 3X Ça GHXTR, marche. et qu'on essaye un petit peu de se dire, bah voilà, quelles sont en fait les actions qu'il faut mettre en place pour créer en fait ce registre SMART de nos objectifs. Je vous laisse me rejoindre et puis je passe sur l'écran directement du board. J'ai pas noté le code de la session. Excusez-moi, Alors, Isabelle. 3X GHXTR. Ça y est, j'y suis. OK. Alors, ce que je vous propose, donc, bon, bah, Laïla, vous connaissez a priori très, très bien. Arnaud, je pense qu'on a déjà aussi dû pratiquer les Oui, boards, hein. effectivement. D'accord? Donc, en fait, on clique sur le plus, on crée un petit post-it et ça vient remplir notre boîte à idées. L'idée, là, c'est un petit peu si vous aviez demain à mettre en place, on va dire, une réunion SMART en tout début de projet, qu'est-ce que vous feriez? Quelle activité vous feriez en premier? Qui vous pourriez convier? Hein, c'est pour ça que j'ai choisi ce template avec différents clusters. Il peut y avoir des activités, il peut y avoir des personnes. Comment vous feriez? C'est ce qui m'intéresse. On va se donner quelques minutes pour le voir et analyser, partager notre compréhension. Est-ce que c'est clair? Donc là, on identifie quelles sont les premières personnes qu'on va convoquer, en tout cas, pour faire cette. Entre autres, OK. voilà, les personnes et les activités. Ah, les activités aussi, d'accord. Et donc, on met une idée par cluster? Alors, moi, je pensais effectivement faire un cluster activité. Je vais le créer dans ces cas-là. Un cluster activité, un cluster partie prenante, peut-être. D'accord. Voilà, en haut, je vais mettre les activités. Ensuite, je vais créer peut-être les parties prenantes. Je vais mettre en vert. Hop.
Donc, dans les parties prenantes, je vois apparaître le commanditaire, les référents métiers, les experts métiers. Clairement, on est bien en phase sur le sujet. À votre avis, c'est piloté par qui, cette phase-là? Et on est au niveau de la définition de la charte de projet, ça serait par le sponsor? C'est le sponsor si effectivement on a un sponsor, on va dire, sachant hein, sur les métiers principaux du projet. Sinon, on peut l'être à partir d'un responsable fonctionnel, on peut être sur un chef de projet, ça va dépendre effectivement, mais on voit bien au travers de ce que vous proposez que de toute façon, il faut être dans l'environnement métier, il faut faire parler les métiers, quoi. OK, les experts métiers, clients. Et alors, dans les activités, à votre avis, si vous deviez... alors, le PMO, ouais, tout à fait, ça, notre ami le PMO, l'irremplaçable PMO, le garant de la méthodologie, voire même garant du niveau des projets, mais en charte projet, c'est surtout garant de la méthodologie. Alors, si vous deviez l'organiser, quel type d'activité vous mettriez en place? On commencerait par quoi? Vous êtes maintenant en réunion avec vos experts métiers, le commanditaire, voire les clients, hein, surtout si c'est en interne, si c'est un client externe, c'est peut-être plus compliqué. Donc, vous avez tout le monde autour de la table. On commence par quoi, à votre avis, pour pouvoir identifier les SMART de chacun des projets? Enfin, de chacun des objectifs du projet. Collecte des données, tout à fait. Alors, quelles données dans ces cas-là? Vous pensez à quelles données? Les données type objectif, les données type au niveau des attentes. Ah voilà, ok. Ouais. Attente, exigence, quoi. C'est ça. Ouais, ok. Donc plutôt dans une logique recueil des exigences du client ou on va dire des parties prenantes. Oui, c'est l'idée. Ouais, ok, je suis d'accord. Ouais. Alors oui, effectivement, présenter l'objectif de la réunion en premier, tout à fait. Ensuite, on va collecter les données. Ok. On s'appuie sur quoi, à votre avis, pour collecter les données? Qu'est-ce qu'on peut partager déjà avec l'ensemble des contributeurs de la réunion, quand ça existe? La situation actuelle et la problématique qui est aujourd'hui identifiée, celle qui est derrière, en tout cas, la mise en place de ce projet. Ouais, exactement. On peut notamment avoir des SWOT, si les SWOT sont déjà faits, hein, tout ce qui est SWOT d'analyse stratégique. Ça peut être intéressant aussi, parce que ça nous permettra ensuite de dimensionner nos SMART. Tout à fait. Ouais, exactement. Donc, la collecte des données qui va être, entre autres, une analyse qui sera liée à l'expertise de nos métiers, à leur connaissances, compétences. Donc, on peut aussi donc partager le SWOT qui va nous donner l'environnement stratégique du projet. On peut aussi partager tout ce qui est REX. Voilà. Et à partir de tout ça, faire la revue du cahier des charges. Voilà. Revue du cahier des charges, définir les objectifs attendus, voilà, dans les grandes lignes. Exactement. Et à partir des objectifs, on va commencer, objectif par objectif, à créer finalement le registre des SMART de chacun des objectifs. Alors là, généralement, c'est le chef de projet qui le
on va dire, qui formalise ce registre des objectifs SMART. Parce que même si c'est un recueil d'éléments qui vont venir des métiers, c'est quand même le chef de projet qui va collecter l'information, qui va formaliser l'information pour ensuite, bien évidemment, la faire circuler entre tous les métiers, tous les contributeurs et toutes les parties prenantes du projet. OK. OK. Est-ce que vous voyez autre chose? Voilà, alors, lister les contraintes, c'est clair, lister les contraintes. On va le retrouver aussi peut-être parfois dans l'analyse SPOT ou au niveau des pestels, par exemple, on peut utiliser ce type d'analyse. OK, donc vous voyez, en fait, on est sur quelque chose qui finalement, encore une fois, va nécessiter du temps. Alors je sais que sur les projets, le temps, c'est généralement ce qui nous manque. Bon, ça c'est sûr. Cependant, on sait par retour d'expérience que tout le temps qu'on va investir en amont du projet, ça va nous éviter des modifications, ça va nous éviter des changements sur les phases suivantes qui elles, sont très consommatrices de temps, de ressources et généralement qui amènent à des débordements en termes de budget, puis surtout en termes de planning. Merci en tout cas pour ce partage. Ce que je vous propose maintenant, c'est voilà, de passer à la dernière étape de cette présentation, en tout cas de ce que je souhaitais partager avec vous. C'est en fait un registre des objectifs SMART que j'avais créé en fait sur une étude de cas qui tirait d'un cas réel. Donc en fait, l'idée, c'était de définir les besoins, bien évidemment, et ensuite de mettre en place un environnement de digitalisation dans une entreprise qui vend des produits de voyage. Donc, lors du dernier atelier, on avait travaillé sur la charte de cette entreprise. Donc, la finalité du projet, c'était de promouvoir et développer l'activité de cette société. Donc, c'est une société qui vend des articles de voyage en ligne, type des guides de voyage, des cartes de voyage, etc. Pas des voyages en tant que tels, mais vraiment tout ce qui est multimédia autour du voyage. Donc, la finalité, c'était de promouvoir, développer cette activité, développer le commerce en ligne, puisque globalement, le chiffre d'affaires de cette entreprise était en train de s'effondrer, puisqu'il n'y avait que de la vente en direct, en face à face, et qu'elle était donc très, très, très concurrencée par des gros donneurs d'ordre type Cultura, type Fnac, etc. Renforcer donc les parts de marché de l'entreprise et positionner l'offre produit face à ses concurrents et assurer la promotion du site et renforcer la visibilité de l'entreprise pour bien évidemment accueillir de nouveaux clients. Donc, les objectifs du projet que nous avions identifiés, c'était la mise en ligne du site internet de la société et la formation des utilisateurs, la création d'un back-office pour suivre le trafic du site et générer la prospection commerciale, créer une application mobile pour développer le commerce en ligne et réaliser un événement pour promouvoir le lancement du site internet et assurer la communication de l'entreprise. Donc, à l'issue de la définition de ces objectifs, en fait, nous avions mis en place une réunion pour définir le SMART de chacun de ces objectifs. Donc, voilà le tableau que nous avions créé à ce moment-là. Alors, autour de la table, il y avait qui? Il y avait bien évidemment la présidente de la structure, il y avait son responsable marketing, sa directrice financière. Alors, c'était une petite structure, c'était une dizaine de personnes, mais bon, avec une organisation assez traditionnelle et des responsables de service, on va dire, par métier, et tout le monde était autour de la table. Donc, mise en ligne du site internet et formation des utilisateurs. Donc là, on avait bien repris, on va dire, la définition de l'objectif tel que présenté dans la charte. Alors, mesurable. Donc, on s'était obligé à définir des éléments qui nous permettraient ensuite de mettre en place des indicateurs, en fait. Donc, mesure de la performance basée sur la tenue des délais. On avait donc 3 mois pour la mise en ligne du site, au regard des jalons principaux du planning et au regard d'un budget alloué à la société Web Design, qui était donc le partenaire. Et donc, pour ce site-là, le déploiement du site web, c'était 25 AE. Donc, en fait, l'idée, c'était de se dire, nous serons satisfaits, on l'avait formulé comme ça, nous serons satisfaits si le site est en ligne en 3 mois et si le montant que nous avons payé aux prestataires
est de 25 AE, ce qui finalement était la proposition initiale. Donc, encore une fois, on ne fait que on va dire reformuler des éléments du cahier des charges, mais ça permet objectif par objectif de se dire ensuite, ben voilà, pour cet objectif-là, le mesurable, c'est d'un côté le délai 3 mois et les coûts de 25 AE pour celui-ci. Maintenant, on a des jalons qui vont nous permettre d'expliquer comment ces 3 mois vont se réaliser et on pourra mettre des indicateurs sur l'ensemble des jalons qu'on va réaliser. De la même façon, les coûts, on pourra au fur et à mesure des factures payées identifier si on est en phase avec nos attentes ou pas. Est-ce que c'est atteignable? Quelles sont les étapes pour le réaliser? Donc, on savait qu'il y avait une étape d'étude préalable avec un jalon, de création de prototype avec un jalon, de construction du site avec un jalon, d'habillage du site et de mise en ligne. Donc, le fait, en fait, de travailler ensemble pour bien identifier quelles sont toutes les étapes, ça nous a permis aussi de vérifier au fur et à mesure que les jalons qui avaient été identifiés initialement, qui n'étaient pas tous des jalons majeurs, pouvaient être, on va dire, rythmés par des jalons intermédiaires, parce que les jalons intermédiaires, c'est toujours intéressant quand on veut mesurer l'avancement. Ensuite, est-ce réaliste? Donc, quels sont les moyens? Donc là, on avait bien décrit qu'on avait un chef de projet donc, dans l'entreprise à 100% pendant 6 mois et qu'on avait au total un budget de 52 kg qui intègre la prestation des 25 plus les heures en interne. Donc, on est venu vérifier qu'on avait les ressources nécessaires. Et le temporel, donc c'est la signature de la lettre d'intention de commande. Donc là, c'était le 20 janvier 2022. Et ensuite, on avait un événement qui était prévu au mois d'avril. Voilà. Simple, mais on cadre. Et on cadre chaque objectif. Création d'un back-office, pour suivre le trafic du site et gérer la prospection commerciale. Encore une fois, on utilise des termes simples. Comment va-t-on mesurer qu'on atteint ou qu'on n'atteint pas l'objectif? Bon, là, on n'est pas sur quelque chose qu'on peut quantifier. En revanche, on peut mettre des indicateurs plus qualitatifs du type pass-fail. On l'a fait, on ne l'a pas fait. Et c'est ce qu'on avait fait effectivement sur des jalons intermédiaires du développement du back-office. Quels étaient en fait ces jalons intermédiaires? Eh bien, ce sont les différentes étapes. La définition des besoins du back-office, lister les points reliés au back-office, coder le développement, valider les interfaces avec les autres outils de gestion. Et à chaque fois, en fait, au regard de ces jalons intermédiaires, on avait donc des indicateurs pass-fail qui nous permettaient de mesurer l'avancement et de nous assurer qu'on était en phase, non seulement en termes de délai, mais aussi en termes de performance. De la même façon, quels étaient les moyens qu'on avait mis en œuvre? Toujours ce chef de projet qui pilotait, et 27 kg pour les heures à dépenser en interne. Donc, on avait mis en place un suivi des heures pour savoir ce qu'on avait réalisé. Ensuite, en termes de temporel, donc le développement à réaliser dans les deux phases, création du prototype, prototype et construction du site, et ensuite gérer en parallèle entre découverte du monde et notre prestataire. Et donc, le troisième, je vous ai donné l'exemple que sur les 3 premiers, réaliser un événement digital pour promouvoir le lancement du site web et assurer la communication d'entreprise. Qu'est-ce qu'on met en place en termes de mesurables? Mesure de la performance basée sur la tenue de la date de l'événement, donc il était prévu le 12 avril, au regard des jalons principaux du planning et du budget alloué. Donc là, on a des jalons temporels et on a un budget et des coûts qui sont identifiés pour cet objectif spécifiquement. Quelles étaient les étapes? Donc, définir les contours de l'événement et sa cible, réaliser les flyers, les affiches, réserver la salle, envoyer les invitations, gérer la logistique. Donc, ce qui est important de voir, en fait, c'est qu'au travers de ce tableau-là, dès le début, on est en train, finalement, de travailler la décomposition complète du travail, du projet, et donc, finalement, l'organigramme des tâches ou WBS. Ce qui nous permettra, quand on fera justement le WBS, de nous assurer qu'on est en phase et qu'on est exhaustif. Et puis ensuite, donc, en quoi c'était réaliste? On avait donc des ressources, hommes et du budget. Et puis les dates, on avait donc la date de fin de l'événement et les avancements au regard des différentes étapes qui étaient proposées. Donc moi, ce type de tableau, aujourd'hui, je l'utilise systématiquement sur tous les projets que je pilote et lorsque j'interviens, on va dire, en tant que conseil sur le démarrage d'un projet, ça fait partie des livrables obligatoires que j'associe, alors idéalement au moment de la charte projet, si ce n'est dans la charte projet, sur le plan de management de projet, pour être sûr de pouvoir cadrer tout projet. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai une question, Isabelle, sur un gros projet, Oui. sur un très gros projet.
l'ensemble des objectifs peut être multiplié par 10, par 100. Où est-ce qu'on s'arrête en fait? En fait, c'est une excellente question. En fait, on va travailler de façon itérative, d'accord? Pourquoi? Parce que, évidemment, dans la charte projet, on ne va pas déjà avoir 100 objectifs. On va avoir une relecture, ce que vous avez mis dans le board de Klaxoon, on va avoir une relecture des exigences et des attentes, d'accord? Et par rapport à ces exigences et ces attentes, on va être déjà dans une logique de proposition. Donc là, on va peut-être être sur 10 ou 15 objectifs. C'est rarement plus. Alors, évidemment, on ne parle pas d'une centrale nucléaire non plus, hein. Mais sur le développement d'un nouveau produit industriel, par exemple, d'accord, on va être au départ sur des objectifs qui seront avant tout des objectifs métiers. Et les métiers vont être en capacité de caractériser leur activité. Ensuite, on va avoir, et là, ça va être suffisant pour la charte projet. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de valider quand même que dans une charte, on définit aussi les contraintes, périmètre, coût, délai et risque. Est-ce qu'au regard de ces 10-15 objectifs qu'on a identifiés qui reprennent l'ensemble des métiers, est-ce qu'on est cohérent en termes potentiellement déjà de date et de budget cible, hein? Donc, au niveau de la charte projet, on est encore à plus ou moins 25%. Et puis ensuite, on va passer dans la phase de planification sur la création du plan de management de projet, où là, on va rentrer dans l'étape suivante, qui est la création du WBS, donc l'organigramme des tâches, et la définition des lots de travaux. Et c'est lorsqu'on en sera à demander aux responsables de lots de travaux de bien définir quel est leur environnement, périmètre, coût, délai, risque et ressources, qu'on viendra finaliser ce tableau-là. C'est-à-dire que le niveau le plus fin, on ne l'aura pas au niveau de la charte, on l'aura au niveau du plan de management de projet. Mais on sera dans une logique itérative, hein. D'accord. Ouais. Parce que si on veut avoir l'ambition d'être exhaustif de la charte projet, moi je pense que c'est se leurrer. L'objectif de la charte, finalement, hein, l'objectif de la charte, c'est de cadrer globalement et surtout de communiquer. Ce projet va arriver, voici ses contraintes. Donc là, il faut être encore suffisamment macro. En revanche, après, quand on passe dans le découpage du travail à réaliser, là, on peut descendre dans le niveau. Mais on peut très bien avoir ce type de tableau par lot de travaux ensuite. D'accord. Entendu. Merci. Moi, je trouve que finalement, l'outil SMART, c'est un outil qui engage les personnes et qui fédère les personnes autour du projet. Parce qu'il suffit de se dire, par exemple, là, quand on voit les moyens qu'on a mis en œuvre, on dit que voilà, on mobilise des ressources, que ce soit humaines ou matérielles, pour réaliser cet objectif-là. Bien sûr, en le déclinant en plusieurs étapes et il faut l'atteindre pendant un certain temps. Moi, je trouve que voilà, ça engage, ça crée une dynamique et ça motive du coup les personnes, toutes les parties prenantes en tout cas, à tout mettre en œuvre pour l'atteinte de l'objectif. Donc, ouais, je trouve que c'est intéressant. Super, merci. Mais c'est vrai que c'est un très bel outil. C'est un très bel outil. Et vous avez raison, en fait, parce que le terme d'engagement, il est majeur. On va récupérer tous ces éléments grâce, en fait, au métier qu'on vient solliciter dès le début du projet. Le fait de le formaliser dans un tableau comme ça, c'est que c'est eux-mêmes qui vont définir quelles sont les activités qu'ils vont dérouler, quels sont les moyens dont ils ont besoin en termes de ressources, mais aussi en termes de coûts, bien évidemment. Et finalement, ensuite, c'est eux qui identifient les risques, menaces, voire opportunités, mais surtout menaces, auxquelles ils vont devoir faire face. Donc, on est vraiment dans cette logique, ce qu'on appelle en fait bottom-up, hein, la logique ascendante, où on vient chercher auprès des métiers, on va dire, la pertinence, la connaissance de ce qui va devoir être réalisé, et finalement, on est dans l'étape initiale de la création des lots de travaux, qui sont pour moi les contrats internes, et effectivement tout l'engagement du projet. Je vous rejoins à 100%. Voilà, moi globalement, c'était ce que je souhaitais vous partager avec vous aujourd'hui. Voilà, donc les pratiques. Donc finalement, les objectifs décrivent le travail à réaliser et sont formalisés dans la charte.
parce qu'ils vont conditionner la capacité de l'équipe à travailler en autonomie, et donc l'engagement. Hein. Encore une fois, les objectifs doivent être parfaitement décrits grâce au SMART. Sans le SMART, il ne peut y avoir de mesure de performance. Et pour moi, sans le SMART, il ne peut y avoir de gestion des risques. Donc, globalement, il ne peut y avoir de gestion de projet. En tout cas, de pilotage presque serein de la gestion de projet. La prochaine fois, je fais un autre atelier le mardi 23 mai. Ce sera sur l'engagement, justement, des parties prenantes. Donc, je ne sais pas si vous serez disponible, mais en tout cas, ce serait un plaisir de partager avec vous parce que je vois que vous avez des expériences qui sont très intéressantes et qui sont riches. Et donc, moi, ça me permet aussi d'apprendre au travers de vos remarques et de vos expériences. Le rendez-vous est noté. Le rendez-vous est noté, super. Merci beaucoup. Merci beaucoup J'espère. pour cet atelier très intéressant. Merci Oui. Laïla. Merci bien. Merci Arnaud. Isabelle. Ok, Très bel atelier. allez, je vous rends à votre vie. Et puis, j'espère à une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bonne Au revoir. soirée à Merci bien. tous. Au Merci, revoir. bonne soirée. Au revoir.